Et bonjour. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer comment Lacan pense le problème des structures avec le problème de la morale, de la loi, et comment il unit les deux. Donc pour commencer, je vais m'appuyer sur ce séminaire, le séminaire 10, sur la séance 11 de ce séminaire, sur un point qu'on peut lire dans le petit 2. Lacan nous dit: le névrosé a été le chemin exemplaire pour nous mener à la découverte, qui est un pas décisif en morale, de la véritable nature du désir. Ce pas décisif n'a été franchi qu'à partir du moment où, ici, l'attention a été pointée sur ce que je suis expressément en train d'articuler devant vous. Le névrosé nous montre qu'il a besoin de passer par l'institution de la loi elle-même pour soutenir son désir. Plus que tout autre sujet, le névrosé met en valeur ce fait exemplaire qu'il ne peut que désirer selon la loi. Il ne peut donner son statut à son désir que comme insatisfait ou comme impossible. Donc, le névrosé a besoin de passer par l'institution de la loi pour soutenir son désir. Le névrosé. C'est ça que nous dit Lacan. C'est quelque chose qu'on peut voir dans la vidéo que j'ai fait sur l'amour pratique de Kant. Ici, Kant, c'est notre névrosé. Dans cette vidéo, on a vu que pour Kant, pour suppléer à l'absence d'émotion d'amour, il faut obéir au commandement de la morale. Quand l'émotion d'amour n'est pas là, eh bien on obéit à la morale. Et ça permet de faire comme si c'était l'amour. Et ça, Kant nous dit, c'est l'amour pratique. De surcroît, nous dit Kant, on est obligé d'obéir au commandement de la morale. Nous en sommes les sujets, et non les souverains. Donc on est obligé, selon Kant, d'obéir au commandement de la morale. Quand on a des émotions qui sont contraires à l'amour, pour suppléer à ces émotions contraires, eh bien on peut recourir au commandement de la morale et agir comme si l'amour était là. Ça va exactement dans le sens de ce que nous dit Lacan, je relis. Le névrosé nous montre qu'il a besoin de passer par l'institution de la loi elle-même pour soutenir son désir. Le désir de Kant, le névrosé, c'est d'obéir à la loi, c'est d'être dans l'amour, mais des fois il a des émotions contraires. Alors pour soutenir ce désir d'être dans l'amour, il en passe par les commandements de la morale. Je relis encore la phrase de Lacan. Le névrosé nous montre qu'il a besoin de passer par l'institution de la loi elle-même pour soutenir son désir. Plus que tout autre sujet, le névrosé met en valeur ce fait exemplaire qu'il ne peut désirer que selon la loi. Il ne peut donner son statut à son désir que comme insatisfait ou comme impossible. Le névrosé ne peut désirer que selon la loi. Voilà. C'est selon la loi que Kant nous invite à désirer. Le névrosé ne peut donc, donner son statut à son désir que comme insatisfait ou comme impossible. On est toujours dans le séminaire L'angoisse. Et maintenant, on va aller voir quelque chose du côté du sadique. Dans la partie du livre qui s'appelle L'angoisse, signal du réel, au petit 2, Lacan nous dit: qu'est-ce que le sadique, il nous pose la question, qu'est-ce que le sadique cherche dans l'autre avec un grand A? Il est bien clair que pour lui, l'autre existe. L'autre, avec
un grand A toujours, est absolument essentiel. Et c'est bien ce que j'ai voulu articuler quand je vous ai fait mon séminaire sur l'éthique, en rapprochant Sade de Kant, et en vous montrant que l'essentiel mis à la question de l'autre par Sade va jusqu'à simuler, et non par hasard, des exigences de la loi morale, qui sont bien là pour nous montrer que la référence à l'autre comme telle fait partie de sa visée. Le sadique simule les exigences de la loi morale. C'est pas la même chose. Le névrosé, on a pris Kant comme exemple, il ne simule pas. Il a cette référence à la morale, il s'y soumet. Alors que le sadique, eh bien, il va simuler les exigences de la loi morale. C'est subtil. C'est quelque chose qui existe pour lui. Il sait que ça existe. Il est capable de s'y référer. Mais dans une modalité qui est transgressive. Il simule les exigences de la loi morale. Et ça, c'est quelque chose de subtil, ce que nous montre là Lacan. C'est assez extraordinaire. Je suis tenté de dire personnellement que cette capacité du sadique à se référer à la loi morale, même si c'est pour la simuler, eh bien cette capacité doit nous donner quelques espoirs pour sa rémission, pour son évolution. C'est quelque chose qu'il conçoit. Très bien. Petit point supplémentaire sur le sadique. Le sadique fait de l'angoisse de la victime une condition exigée. C'est important. Il y a un positionnement par rapport à l'angoisse dans le sadisme. Donc le sadisme conçoit que ça existe. Et son vice fait que eh bien, l'angoisse de sa victime est une condition exigée. C'est quelque chose d'extrême. Quelque chose de très grave. Il faut l'avoir en tête quand on pense au tableau clinique eh bien, du sadisme. Donc on a vu quelque chose de la névrose, on a vu quelque chose du sadisme, donc par extension de la perversion. On va voir maintenant quelque chose de la psychose, en se référant à une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Les lois de la parole selon Lacan ». On avait vu que dans la psychose, les mots sont utilisés bizarrement. Il manque le nom du père, c'est un concept, il manque le nom du père qui fonde la parole en tant qu'acte et qui fait que les mots ont du sens. Il y a quelque chose qui autorise le texte de la loi et qui va fonder la parole en tant qu'acte, c'est le nom du père. Encore cette histoire de loi, de morale. Donc, il y a quelque chose qui autorise le texte de la loi et qui va fonder la parole en tant qu'acte. C'est le nom du Père. C'est un concept, le nom du Père. Et il peut être autant posé, évidemment, par le féminin que le masculin. Donc, le nom du Père, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le siège de la loi. Il représente l'autre avec un grand A. Ça représente l'inconscient. C'est le signifiant qui donne support à la loi, qui promulgue la loi. C'est l'autre avec un grand A, dans l'autre avec un grand A. C'est ce que nous avions vu, n'est-ce pas? Eh bien, dans la psychose, il manque le nom du Père qui fonde la parole en tant qu'acte. C'est forclos dans la psychose. Forclos, ça veut dire rejet, rejeté. Dans les mécanismes de défense du moi, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la question, les mécanismes de défense du moi selon Anna Freud, parmi les mécanismes de défense du moi, il y en a un, c'est la forclusion. La forclusion, c'est le rejet de quelque chose, le refoulement. Le névrosé refoule ses pulsions, c'est refoulé. Le pervers, il est dans le déni. Eh bien, le psychotique, il forclôt quelque chose. Il rejette, c'est rejeté. C'est quoi qu'il rejette? C'est le nom du Père. Mais c'est bien quelque chose qui est lié à la loi. Nous l'avions vu. Donc, névrose, psychose et perversion. On vient de voir 3 positionnements
vis-à-vis de la loi, en se référant à Lacan. On a vu 3 positionnements. On a vu que le névrosé a besoin de passer par l'institution de la loi pour soutenir son désir. C'est le cas de Kant, qui va du coup être dans le refoulement de sa pulsion de mort, de certains affects. En se servant de la loi, il va refouler et ça lui permettra donc de soutenir quelque chose de son désir éthique. Le sadique, bien différent, lui, simule les exigences de la loi morale. Et il recherche dans l'autre l'angoisse de l'autre, le sadique. Ici, c'est le pervers. Il y a un positionnement dans le masochisme aussi, vis-à-vis des exigences de la loi morale, bien sûr, et vis-à-vis de l'angoisse de l'autre avec un grand A. Enfin, toujours vis-à-vis de cette loi morale, donc dans la psychose, quelque chose est rejeté, c'est le nom du Père qui fonde la parole en tant qu'acte et qui autorise le texte de la loi qui va fonder la parole en tant qu'acte. Voilà. Donc, si vous voulez bien sûr avancer un petit peu dans ce sujet du nom du Père, je vous suggère d'aller voir ma vidéo « Les lois de la parole selon Lacan ». Vous pouvez aussi approfondir la question de l'amour pratique avec mes vidéos sur l'amour pratique de Kant. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre attention.